Everyone, Bienvenue tout le monde. Bienvenue à cette session sur les stratégies pratiques pour combler le manque de données en matière de genre dans les zones rurales éloignées et nordiques. Je suis Cathy Alien. Je suis ravie d'être avec vous ici aujourd'hui. Nous vous remercions d'être ici aujourd'hui pour contribuer à notre connaissance collective des perspectives des femmes et des personnes de sexes différents vivant dans des communautés rurales éloignées et nordiques. Cette série de webinaires est le résultat direct du travail effectué par la Fondation canadienne des femmes et la FCRR au cours des 2 dernières années. Nous avons organisé une série de réunions de partage des connaissances entre des personnes situées dans des régions rurales et nordiques et nous avons discuté des défis et des opportunités. Nous avons identifié le manque de données comme un sujet de discussion important, ce qui nous amène ici aujourd'hui. Avant de commencer, j'aimerais souligner que le travail de la Fondation canadienne des femmes et des organismes qui nous soutiennent se déroule sur les territoires traditionnels des Premières Nations, métisses et inuits. Nous sommes reconnaissantes d'avoir l'occasion de nous rencontrer et de travailler sur ces terres. Toutefois, j'aimerais reconnaître que la reconnaissance des terres ne suffit pas. Dans tout ce que nous faisons, nous devons nous assurer que nous recherchons la vérité, la réconciliation, la décolonisation et l'alliance dans un effort continu pour rétablir nos relations. Le webinaire d'aujourd'hui va être enregistré et l'enregistrement va être disponible sur nos chaînes YouTube. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez utiliser l'option d'interprétation en cliquant sur le lien en bas de votre écran, sélectionnez la langue et vous pourrez écouter. Nous avons des interprètes qui travaillent aujourd'hui pour s'assurer que les mots de chacun et chacune sont traduits. Alors veuillez maintenant sélectionner anglais ou français dans les options pour vous assurer la meilleure expérience possible. Si vous avez des questions, veuillez les taper dans la boîte de questions-réponses qui apparaît parfois comme Q&A. Comme pour toutes les réunions en ligne, si nous rencontrons des problèmes techniques, nous ferons de notre mieux pour les résoudre en arrière-plan aussi rapidement que possible. Enfin, à la fin du webinaire, une enquête sera disponible. Veuillez prendre le temps, s'il vous plaît, de donner votre avis si vous le pouvez. C'est maintenant mon honneur de pouvoir vous présenter Nona Matugos. Nona est la directrice générale du réseau des femmes autochtones de Newfoundland, une organisation qui s'efforce de promouvoir et d'améliorer et d'encourager la santé, le bien-être social, éducatif, économique et culturel et politique des femmes autochtones de la partie insulaire de Terre-Neuve et Labrador. Nous avons invité Nona ici aujourd'hui pour qu'elle fasse la prière d'ouverture et de clôture de la session. Nous avons offert à Nona une cravate de tabac avant la réunion aujourd'hui en lui demandant son aide et nous sommes reconnaissants de sa présence aujourd'hui alors que nous parlons de problèmes auxquels sont confrontées les communautés rurales, éloignées et nordiques. Bienvenue Nona. Merci beaucoup. Je vais commencer avec la prière. Cher Créateur, merci de nous avoir donné l'opportunité de nous rencontrer aujourd'hui avec la Fondation des femmes du Canada, des membres du gouvernement autochtone et d'autres organisations. Nous allons discuter des opportunités pour améliorer nos communautés, pour rendre la vie meilleure pour les membres de nos communautés. Donne-nous la force de parler librement et de faire entendre nos paroles pour créer un meilleur monde pour tout le monde. Merci beaucoup pour cette prière d'ouverture, Nona. Je vais maintenant passer la parole à notre principale présentatrice aujourd'hui, Jessica Duarte. Jessica Duarte est liée à la Fondation canadienne des femmes depuis de nombreuses années en tant que chef de programme dans le cadre du volet des subventions au développement économique. Elle possède une vaste expérience de planification, de mise en œuvre et en tant qu'à l'adaptation des programmes dans des communautés éloignées.
C'est une développeuse web très compétente. Elle nous a fait part de ses réflexions et de ses conseils lors de nos sessions de partage sur la question. Donc, elle va nous faire profiter aujourd'hui de son expertise technologique. Alors, c'est à vous, Jessica. Merci beaucoup. Je vais d'abord, avant de commencer la présentation, si vous voulez suivre, je vais vous envoyer le lien vers la présentation, mais je vais la partager avec mon écran aussi. La version française vous sera envoyée avec l'enregistrement. Alors, mon nom est Jessica Duarte. Vous pouvez m'appeler Jess. Je vis en Ontario, territoire autochtone. Mes pronoms sont elle. J'espère que vous allez pouvoir participer via le chat au fur et à mesure de la présentation. Aujourd'hui, je vais vous parler de la question de comment réduire le manque de données. Et donc, je vais me concentrer sur la question de comment on peut poser les bonnes questions quand on essaye de collecter des données dans nos communautés. Alors, comme je vous l'ai dit, je suis une développeuse web. Ça fait plus de 8 ans que je travaille là-dedans. Je suis une éducatrice en matière de technologie. J'ai travaillé dans les derniers 4 ans travaillant avec des femmes autochtones pour la question du développement des capacités technologiques. Ça m'a donné l'opportunité, ça m'a donné l'opportunité de voyager aussi dans le pays et de pouvoir enseigner à des jeunes autochtones des compétences en matière d'écriture de code. Et je parle de moi-même comme amateur de données, amatrice de données, puisque je ne suis pas une scientifique des données, mais en tant que développeuse web, je travaille avec les données et en tant que responsable de gestion de programme, je dois m'occuper des données. Donc, j'ai beaucoup lu sur le sujet, je me suis formée sur le sujet en parallèle. Mais tout comme vous, je suis une amatrice. Et si vous ne vous considérez pas une amatrice aujourd'hui, mon idée, c'est de vous convaincre et que vous sentiez une amatrice ou un amateur de données après la session d'aujourd'hui, spécifiquement parce qu'on veut réussir à réduire cette tendance au manque de données dans nos régions rurales, éloignées et nordiques. Et on veut réussir à réduire cette brèche. Donc, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler d'un cas, donc les expériences que j'ai eues dans le programme de compétences numériques de la Première Nation de Long Lake, où est-ce qu'on a travaillé sur cet enjeu. Ensuite, on va se demander comment on peut poser les bonnes questions. Quel est le processus de la science des données? Comment poser les bonnes questions? Comment obtenir des données? Comment éviter les biais à l'heure de la récollection des données? On va voir si peut-être on n'aura pas le temps d'aller dans les détails de tous les éléments, mais à la fin de la présentation, je vais aussi vous donner des ressources pour aller plus loin sur les enjeux dont je vais vous avoir parlé. Je vais vous le partager à la fin de la session pour que vous puissiez continuer dans vos lectures. Alors, en 2018, j'ai commencé à travailler avec le programme de compétences numériques de la Première Nation de Long Lake. Alors, on a une photo du groupe de participantes. On était très contentes parce qu'on venait de finir le programme. Alors, il y avait 25 participants et participantes, la première et la deuxième année. Bon, alors la troisième année, avec la question de la pandémie, évidemment, ça a été beaucoup plus difficile. Alors, en priorité, on parle de femmes âgées de 20 à 30 ans qui étaient les participantes. Avec la fédération, c'est un programme de 4 ans. Nous sommes dans la troisième année. Et les objectifs, c'est d'aider les femmes à progresser dans le cadre du développement de moyens de subsistance durables. Et donc, la question, c'est comment allons-nous mesurer le succès de notre programme, non? Puisque les questions qu'on s'est posées, c'était savoir, est-ce qu'on a obtenu notre objectif? Est-ce que les femmes ont pu progresser dans le cadre, dans le but d'améliorer leurs moyens de subsistance durable?
Donc, avec la Fondation des femmes, on a été obligé de se demander comment on va mesurer le succès de ce programme. Donc, la Fondation des femmes canadiennes a mis en place une équipe qui sert à l'évaluation des projets et des programmes. C'était très utile, mais on s'est rapidement rendu compte que pour nos participantes, ça ne fonctionnait pas. C'est-à-dire que l'équipe fonctionnait avec une enquête, un sondage qui était envoyé. C'était trop long pour les gens, c'était difficile à lire pour les participantes, c'était trop intrusif pour beaucoup de participantes. Et ça ne leur semblait pas évident pourquoi participer. Elles ne voyaient pas la valeur du sondage. Elles ne comprenaient pas pourquoi est-ce qu'il fallait répondre à toutes ces questions dans ce questionnaire qui devait nous servir à évaluer. Donc, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu un taux élevé d'abandon. Parfois, les gens n'essayaient même pas ou abandonnaient avant la fin du sondage. Et le sondage lui-même, cette enquête n'avait pas été élaborée, rédigée avec les Premières Nations à la table. Donc, on comprend bien que la Fédération canadienne des femmes ait dû élaborer un sondage qui soit général pour l'ensemble de ces programmes. Mais nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ça ne fonctionnait pas du tout pour les Premières Nations. On avait besoin de quelque chose de beaucoup plus spécifique qui soit adapté à la situation pour réussir à vraiment mesurer et avoir des informations et pouvoir évaluer le résultat. Donc, une des gestionnaires de notre programme a commencé à créer un nouvel outil pour l'évaluation. Donc, cet outil, c'est basé sur un cadre de compréhension, donc des modes de vie durables. Alors, tout d'abord, c'était un outil facultatif et confidentiel. Donc, c'était pas considéré comme un sondage. C'était un outil pour que les participantes puissent mesurer elles-mêmes leur propre succès. Donc, ce n'était pas quelque chose qui était fait pour la fédération. Donc, c'était beaucoup plus intéressant. On s'est assuré que ce soit court, que ce soit direct, que ce soit pertinent par rapport à la réalité des participantes. On l'a rédigé avec la participation des participantes, des représentantes de la Première Nation, avec un système de notation simple et les données sont la propriété des participantes, c'est-à-dire qu'elles ne devaient pas nous donner cette copie. Alors, ça ressemblait à ça, à peu près, les résultats qu'on a obtenus. Alors, au lieu de beaucoup de pages avec plein de questions, c'était simplement mettre une marque par rapport à une affirmation quant à leur ressenti. Donc, c'était une auto-évaluation du ressenti au terme du programme qui permettait que les gens puissent auto-évaluer. Est-ce qu'elles ont senti qu'il y a des améliorations, qu'il y a du progrès? Alors, la question suivante, est-ce que notre enquête simplifiée a-t-elle répondu à toutes nos questions initiales? Non. Alors, non. Alors, ça a été très utile, mais ça n'a pas pu nous permettre de saisir exactement les réalisations des femmes, les réalisations interpersonnelles établies entre les participantes, l'impact sur la communauté. Donc, cet outil était bon, mais il ne nous donnait pas tous les résultats dont nous avions besoin. Donc, nous avions encore une brèche en termes du type de données auxquelles nous avons accès. Donc, on s'est demandé comment obtenir de l'information sur l'impact direct sur les femmes. Donc, qu'est-ce qu'elles ont fait, qu'est-ce qu'elles ont réussi à faire pendant ce programme et donc aussi quelles étaient les relations interpersonnelles qui ont été établies entre les participantes, mais aussi les impacts sur l'ensemble de la communauté, puisque l'idée du programme n'était pas seulement d'avoir un impact sur les 25 femmes qui participaient, mais aussi sur leurs enfants, les personnes âgées. Donc, ce n'était pas un enjeu individuel. Nous devions pouvoir évaluer tous ces aspects. Je prendrai une pause ici parce que j'aimerais vous poser une question. Quand dans votre communauté, vous vous demandez d'où viennent les données, parce que c'est une chose importante et vous pouvez répondre à la question dans le chat. Est-ce que vous pouvez réfléchir à des exemples
Où les données sont-elles connectées? Des données sont collectées sur nous en permanence. Pouvez-vous penser à des exemples concrets de cas où des données vous concernant sont régulièrement collectées? Vous pouvez mettre vos idées dans le chat. Je vais regarder dans le chat vos réponses. Nous avons d'excellentes idées, médias, réseaux sociaux, santé, dans les magasins. Chaque fois que vous touchez votre ordinateur, c'est un fait. Oui, évidemment, quand vous achetez avec des points, téléphone, Google, la banque. Votre histoire de connexion sur Internet, du navigateur, les projets de recherche, oui. Zoom, les Smart TV, les webcams. Excellente réponse. Alors, comme nous pouvons le voir, des données sont collectées sur nous tout le temps, quasiment dans l'ensemble de nos interactions avec la technologie. Mais je suis aussi très contente qu'on ait mentionné ici, je vois dans la liste observation, parce que c'est quelque chose de très important. C'est une excellente façon de collecter des données. Le simple fait d'être dans le monde et d'interagir avec lui à l'aide de nos 5 sens nous permet de collecter et de traiter des données. Et c'est important de se souvenir de cela. Parce que parfois, nous pouvions observer nous-mêmes les progrès faits par notre programme. Et donc, il a fallu qu'on prenne le temps de nous demander, mais quelles sont les données auxquelles nous avons déjà accès, qui sont là devant nous, qui ne demandent qu'à être collectées. Donc, premièrement, l'observation. Nous faisons des observations tout le temps sur les interactions entre les participantes, par exemple, et ça nous permet aussi de définir quelles sont les questions que nous devons poser. C'est-à-dire que l'observation, c'est ce qui permet d'élaborer la question qui doit être posée. Donc, on pouvait parler de la présence et du niveau de participants et de participantes, de l'engagement de la communauté élargie des participantes dans le programme. Nous avons pu observer la question des impacts positifs des projets menés par les étudiants et étudiantes sur la communauté. Donc, cet impact, nous pouvions l'observer. Nous avons aussi pu observer que les participantes ont pu faire état d'une augmentation de leur confiance en elles, par exemple. Et donc, ça nous permettait de mesurer cette augmentation de confiance en soi lorsqu'elles exprimaient leur fierté face au travail accompli. Par exemple, on pouvait aussi observer le montant des fonds dépensés pour la nourriture, l'équipement, les expériences. On pouvait observer l'ensemble de ces données-là et c'est des données qu'on pouvait également collecter, organiser et colliger. Puisque tous ces éléments-là nous informent sur quels sont les facteurs qui permettent le succès ou non. Alors, c'est des données qui peuvent nous permettre de mesurer le succès. Nous avions aussi des messages, des interactions dans les médias sociaux nous pouvions aussi utiliser un système d'enquête sur les médias sociaux, de petits sondages rapides qu'on peut envoyer, des données collectées par le bureau du conseil de bande qui a des données qui sont collectées. Donc, notre programme est passé par le programme de bien-être social du conseil de bande. Donc, il y avait aussi accès à des données puisque les conseils de bande doivent faire beaucoup de collection de données pour réussir à envoyer leur rapport au gouvernement fédéral. Ce n'est pas nécessairement accessible directement à notre programme puisque c'est le programme de bien-être. Mais les Premières Nations ont accès à ces informations si elles le souhaitent et donc ça peut être utilisé aussi. Ce n'est pas des données individuelles, mais c'est des données collectives que nous pouvons utiliser pour, par exemple, faire l'évaluation de programmes comme le nôtre, puisqu'il était passé par ce bureau. Ce sont des données qui sont en fait disponibles, mais qui sont rarement utilisées. Donc, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait beaucoup de données qui étaient accessibles en plus de notre sondage et qu'en fait, c'était de l'information qui était encore plus importante dans le but d'évaluer notre degré de succès dans le programme. Donc, une question, c'est collecter des données, non? Mais ensuite, il faut les analyser. Alors, on va rentrer dans cette information-là.
Parce que parfois, il y a des informations qui sont beaucoup plus subjectives et moins quantitatives, mais il faut tout de même les prendre en compte. Alors, j'aimerais vous poser une question. Dans vos organisations, dans vos communautés, comment vos organisations collectent-elles les données aujourd'hui? Et y a-t-il des données que vous collectez mais que vous n'utilisez pas? Donc, vous pouvez répondre dans le chat à cette question. Merci, merci beaucoup. Alors, des focus group, des groupes de travail, également des sondages, la question de s'inscrire aux événements, des sondages, des statistiques sur les participants, des interviews tous les 2 ans, c'est très bien, des HubSpot. Donc, les organisations ramassent des données, collectent des données dans les relations avec leurs clients. Alors, je voudrais savoir, est-ce que toutes ces données que vous collectez, est-ce que vous l'utilisez vraiment? C'est-à-dire que vous collectez ces données, mais peut-être vous n'avez pas les ressources pour en fait les analyser. Donc, je voudrais savoir si vous utilisez la majorité de ces données. Alors, on dit dans le chat que c'est utilisé pour faire les rapports au gouvernement, mais que ça n'est pas nécessairement utilisé pour des analyses pour soi. Donc, Tara nous dit qu'elle a 14 bourses différentes auxquelles elle doit rendre des comptes, donc elle les utilise. Oui, mais pour des rapports. Parce que, en fait, ce qu'on a observé, ce qui se passe souvent, c'est que les données sont envoyées dans des rapports financiers au gouvernement, mais en général, elles ne sont pas utilisées par les organisations dans le but d'évaluer leur propre réalité. Et peut-être que ce ne seraient pas les mêmes questions. Peut-être que les questions qu'on pose pour répondre au formulaire du gouvernement ne sont pas les mêmes que nous pourrions poser si nous l'utilisions pour nous-mêmes. Alors, dans le chat, on dit nous utilisons les données pour identifier les besoins. J'ai une urgence ici un instant. Je reviens dans un instant, j'ai juste une urgence à la maison. Alors, merci tout le monde. Alors, on peut continuer d'échanger dans le chat sur la question que nous posait Jess pendant qu'elle revient et résout son urgence à domicile. Et notamment, la question qu'elle nous pose, c'est qu'est-ce qui vient en premier, les données ou les questions? C'est-à-dire, de quoi le processus de la science n'est pas linéaire. Parce que parfois, on le voit de façon linéaire. On se dit, on va collecter des données et ensuite, on va les analyser. On va poser une question et on va avoir la réponse à cette question. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et Jessica est de retour. Je vais continuer. Merci beaucoup, Alina. Désolée. Je suis désolée. J'ai des parents âgés à la maison et il y en a un qui avait besoin d'une aide immédiate. Donc voilà, nous ramassons de nombreuses données, mais nous n'avons pas toujours les ressources pour les analyser. Donc, une des choses les plus importantes à laquelle nous devons penser, c'est les questions que nous posons. Qu'est-ce qui vient en premier, la donnée ou la question? Parce que parfois, on commence par la question et ensuite on va voir des données. Mais en fait, et parfois on peut développer les questions une fois qu'on a les données. Et c'est comme ça que ça marche en fait.
c'est une question, cette image est très importante puisqu'elle montre l'ensemble des informations de données. Donc ça, c'est juste les données de 2017. C'est encore plus que ça aujourd'hui parce que c'est exponentiel tous les ans. Ça représente l'ensemble des données qui sont collectées sur l'humanité. Donc, on parle de 2,5 quintillions d'octets de données qui sont ramassés euh, seulement en 2017 et c'est encore plus. Je ne suis même pas capable de vous dire exactement qu'est-ce que quintillion représente, mais c'est beaucoup de données. Alors, voici le processus classique, disons. On pose une question, on obtient une information, on explore ces données, on fait la modélisation des données, c'est-à-dire qu'on trouve des corrélations entre des données dans le but de révéler une information. On le fait souvent via ordinateur, donc on utilise les données dans un algorithme dans le but de pouvoir prévoir les effets de nos prochaines actions. Et donc, finalement, on communique et on rend visuel sous des graphiques ces données dans le but de donner une narrative sur l'analyse de ces données. Mais alors, donc, c'est souvent dans ce sens-là, on crée des questions parce qu'on les a pensées, ensuite on ramasse les données et on finit par les communiquer. Mais parfois, donc dans le projet 58 dont je vous parlais, on s'est dit tout de suite, ah, il faut que les questions soient adaptées à notre communauté, donc on les a changées. Mais en fait, même après mais après on se disait, on ramasse plein d'informations, mais il y a beaucoup d'informations qui n'est pas saisie. Et donc, c'est en regardant les premiers résultats des sondages que nous avons réussi à élaborer de nouveaux outils. Donc, il peut être très utile de faire ce processus d'après une première analyse des données, retourner à la phase de collection, de récollection des données. Puisque, en fait, ce qui est important, c'est que quand on regarde les résultats, il faut se demander qu'est-ce qui nous manque. Et c'est là qu'on peut décider d'intégrer de nouvelles questions. Alors, il est évident qu'il faut réussir. Il ne faut pas changer les questionnaires tout le temps. Il faut les avoir le plus standardisés possible dans le but de pouvoir faire des comparaisons historiques. Mais pour moi, ça a été une des choses, pour moi, ça, c'est un des éléments qui me ravit sur la question des données. C'est que ces données peuvent nous permettre de dire des histoires qui sont importantes et qui racontent ce que nous faisons comme travail. C'est pour ça que je suis une amatrice de données. Alors, ça, c'est les questions. Pour vous donner l'exemple, donc à Long Lake, avec le projet 58, nos observations générales des participants ont conduit à de nombreuses questions auxquelles nous n'avions jamais pensé répondre avant le début de notre projet. Donc, par exemple, la première question, c'est quel environnement d'apprentissage permet d'obtenir les meilleurs résultats pour nos participantes? Parce que pratiquement tous les jours, on transformait notre environnement d'apprentissage. Nous devions transformer les outils d'apprentissage que nous avions. Par exemple, ça inclut beaucoup de choses. Hein. Ça inclut, par exemple, quels sont les obstacles qui s'opposent à la réussite dans le programme. Donc, par exemple, avoir du transport le matin, avoir quelqu'un qui s'occupe des enfants, s'assurer de l'alimentation, toutes sortes de choses qui permettaient un environnement favorable à l'apprentissage, à la participation, et aussi simplement que ce soit agréable. Donc ça, c'était une question qui était très importante. Et donc, cette deuxième question, qui en est le pendant, quels sont les obstacles qui s'opposent à la réussite dans le programme? Par exemple, les enfants voulaient vraiment participer. Donc, nous avions quelqu'un en charge des enfants, mais les enfants voulaient apprendre avec les parents, en fait. Ils aimaient ça. Donc, la deuxième année, nous avons créé un programme pour les enfants, pour que les enfants puissent être en train d'étudier au même moment que les mères étaient en train d'apprendre, par exemple. Ça a été un grand succès. Ça a beaucoup aidé parce que ça a aussi aidé les femmes à apprendre, puisqu'elles apprenaient ensemble avec leurs enfants et cette interaction était très positive.
Ensuite, on s'est demandé, bon, comment déterminer la réussite du programme? Et c'est quand on a essayé de réussir à évaluer le programme qu'on a posé ces questions. Donc, on s'est demandé, voilà, c'est quoi la réussite? Est-ce que c'est combien de travaux en classe ont été effectués? Combien de classes les gens ont fréquenté? Quel niveau de confiance les étudiants ont-ils acquis? Combien de relations ont-elles été construites? Quel est le type de reconnaissance qui a été reçu de la part de la communauté? Comment les personnes se sont-elles senties à la fin du programme? C'était toutes sortes de questions on se demandait quels sont les critères d'évaluation, non? Et par exemple, la question de la construction de la confiance, pour nous, est fondamentale en termes d'éléments d'évaluation du succès, mais ça n'était pas inclus dans nos premiers sondages, par exemple. Donc souvent, nous nous sommes rendus compte que nous n'avions pas les outils. Donc la question, c'est est-ce que nous devons modifier nos priorités pour réussir? Alors, avec les données en général, il y a 4 types de questions. Alors, une analyse descriptive, c'est une question qui réfère à que s'est-il passé, qui nous permet d'évaluer la situation. On peut utiliser une analyse diagnostique, c'est-à-dire pourquoi c'est arrivé. On peut utiliser des analyses prédictives, que va-t-il se passer, ou des analyses prescriptives qui réfèrent à la question que devrions-nous faire? Donc ça, c'est les 4 types de questions qu'on pose et ça nous donne des résultats complètement différents. Parfois, il faut demander de l'aide à des experts pour réussir à analyser ce type de questions. Et très souvent, c'est une très bonne idée d'avoir des processus qui permettent d'avoir une rétroalimentation de la communauté qui puisse en fait refléter quels sont les réels besoins d'évaluation. La planification est la clé. Alors, quand on pense aux questions des données, on pense toujours à une question et à des réponses. Mais il faut toujours réfléchir à très long terme à toutes les étapes. Parce que dans une question, il peut y avoir de nombreuses sous-questions. Et c'est très important de réfléchir à cela. Comment est-ce qu'on va recueillir les données? Comment on va s'assurer que c'est impartial? Qu'il s'agisse de sondages après un événement, on doit toujours c'est-à-dire que quand on planifie l'évaluation, il faut planifier comment on va recueillir les données, comment s'assurer qu'elle est impartiale. Et une des meilleures façons de le faire, c'est que les personnes qui vont être l'objet, disons, du sondage participent à l'élaboration des questions. C'est une des meilleures façons. Une autre question à se poser, c'est comment comptons-nous analyser ces informations? Alors, c'est souvent par ordinateur. Donc, c'est là qu'il faut se demander, bon, quels sont les facteurs, quels sont les critères d'évaluation que je veux mettre en place et donc quels sont les outils dont j'ai besoin pour analyser les données. Par exemple, est-ce que mon hypothèse, c'est que là, il y avait une meilleure participation parce qu'il y avait une bonne relation entre les participantes ou plutôt parce qu'il y avait une garde pour enfants. Alors, peut-être que c'est les deux, mais quels sont les types de données que je veux pour pouvoir analyser l'impact de ces éléments-là sur le programme, par exemple? Donc, il faut réfléchir à l'ensemble des entrées de données dont on va avoir à parler. Et il faut aussi, dans la planification, se demander comment on va visualiser? Il faut envisager ça dès le début, c'est-à-dire comment on va raconter cette histoire. Alors peut-être que le contenu de l'histoire va être modifié d'après les résultats, mais il faut se demander depuis le début, donc quels sont les types, puisqu'on sait ça ne serait pas impartial si on cherchait des données juste pour renforcer une hypothèse. Ce n'est pas ça le point, mais il faut avoir une idée de comment on veut rendre visibles ces données à la fin. Et je ne peux pas répéter trop. La participation de la communauté ou du groupe auprès duquel vous recueillez des données, selon moi, c'est le plus important. Parce que sinon, il y a de nombreux risques. Sinon, en général, on va avoir quelque chose de trop général. Il va nous manquer des choses qui sont des évidences pour les participants parce que nous ne les connaissons pas spécifiquement si nous élaborons ces outils depuis l'extérieur de la communauté. Nous risquons de passer à côté des choses très importantes et seule la participation de la communauté nous garantit un beau processus. Alors,
comment obtenir des données? Je ne vais pas rentrer en détail de chacun de ces éléments, mais par exemple, la question du conte, de raconter des histoires, du storytelling, donc ramasser ces histoires des communautés, c'est ce qui a été fait par exemple dans notre programme sur le développement socio-économique et c'était très intéressant parce que nous avons ramassé ces informations et donc ces histoires qui étaient racontées en la première personne par les participantes, c'était la première fois que nous utilisions cet outil et on a trouvé ça très important. Ça nous a donné une foule d'informations auxquelles nous n'aurions pas eu accès d'une autre façon. Par exemple, j'utilise des analyses web. Donc, par exemple, j'utilise ça beaucoup. Si j'ai un site web, par exemple, je peux utiliser des outils d'analyse web qui me permettent de savoir quelles sont les interactions. Donc, comment les gens ont interagi avec le site, quelles choses ont été utilisées plus que d'autres. Ça nous permet d'identifier quelle est l'information la plus utile pour les gens, lesquelles les intéressent le plus. Ça vous permet aussi de travailler sur comment rendre l'information la plus accessible possible pour les personnes. Donc, l'analyse web, c'est un outil très utile. La question des sondages sur les médias sociaux, c'est très utile, c'est puissant. Je veux dire, c'est pour ça qu'il y a des compagnies qui travaillent sur le sujet et qui utilisent les données. On utilise les données des médias sociaux pour identifier les comportements des gens en ligne. C'est pour ça qu'il y a 2,5 quintillions de bits de données qui sont utilisés, qui sont ramassés tous les ans. Donc, je pense que c'est très utile, mais bon, ces compagnies utilisent ces données dans le but de vendre des informations pour nous vendre de la publicité, pour nous faire acheter des choses. Donc, voilà, ils le font de toute façon. Mais tout ça pour dire que c'est des données qui sont très utiles. Il faut aussi prendre en compte qu'il y a des données statistiques qui sont disponibles publiquement. Donc, Statistique Canada, par exemple, a des informations disponibles. En général, c'est les chercheurs et les chercheuses qui utilisent ce genre de données, mais c'est possible d'y avoir accès. Et par exemple, ces données statistiques peuvent être, qui sont gratuites, qui sont accessibles, peuvent être très utiles dans cette phase d'élaboration d'un sondage, puisqu'elle nous permet d'identifier beaucoup mieux la question. Alors, je vais regarder l'heure rapidement, parce que je ne peux pas voir l'heure sur mon ordinateur. Il est 1h43. OK, très bien. Alors, un autre élément que je vais vous mentionner, éviter les biais dans les données. Nous pouvons avoir des préjugés dans notre analyse des données, mais même avant cela, nous pouvons recueillir des données de manière biaisée. Parce que parfois, les gens posent une question et une fois qu'ils ont la réponse à laquelle ils s'attendaient, eh bien, ils ne posent plus de questions puisque c'est suffisant. Et donc, il faut toujours être prêt. Il faut être prêt dans les questions, même dans l'élaboration de questions, à être surpris par les résultats. Parce qu'il peut y avoir des brèches dans les questions que nous posons sans que nous nous en soyons rendus compte. C'est fréquent lorsque des questions sont créées sans l'apport de la communauté à laquelle elles sont destinées. Donc, par exemple, je vais vous donner l'exemple du formulaire d'évaluation commun des services sociaux de l'Ontario. Alors, c'est à peu près une fois par mois qu'ils font ce sondage. C'est les questions qui sont toujours posées. Et donc, les services sociaux doivent identifier quels services peuvent être disponibles. Donc, par exemple, alors Jess vous demande si vous considérez que ces questions sont représentatives pour les Premières Nations, mais je vais vous les lire en français parce que si vous ne lisez pas l'anglais. Donc, avez-vous un accès fiable à Internet et un ordinateur, un smartphone ou un appareil similaire? Avez-vous un moyen de transport fiable
pour vos activités quotidiennes? Avez-vous des responsabilités en matière de soins qui pourraient limiter votre capacité à travailler, à participer à une formation ou à chercher un emploi? Souhaitez-vous être aidé à trouver un logement stable? Avez-vous besoin d'une aide financière immédiate pour payer votre nourriture et votre logement? Pensez-vous qu'il vous serait bénéfique de recevoir des aides en matière de santé mentale? Donc ça, c'est les questions que les services sociaux de l'Ontario posent. Et donc, Jess nous demande, est-ce que ces questions sont représentatives pour les Premières Nations? Qu'est-ce qui pourrait manquer? Donc, par exemple, dans le chat, on répond que parfois du soutien en santé mentale mainstream n'est pas très utile. Il n'y a pas de questions relatives, par exemple, à la sécurité personnelle, la question de la barrière de la langue, la question du soutien culturel. Par exemple, il n'y a pas de questions par rapport à des services culturellement appropriés. Donc voilà, exactement. C'est exactement les questions qui manquent. Et c'est parce que le sondage est fait pour l'Ontario en général. Donc, il y a un sondage pour l'ensemble de l'Ontario, pour l'ensemble des services sociaux, mais qui n'est donc ça essaye de répondre à l'ensemble des besoins de la population, mais donc ça n'est pas fait pour les Premières Nations. Et donc ça n'est pas si utile que ça, puisque pour ces communautés, puisqu'il manque plein d'éléments. Donc, la personne qui offre ces services sociaux n'aura pas accès aux données dans le but d'offrir un bon service, puisque les questions n'ont pas été posées. Puisque d'autres questions, comme vous l'avez très bien dit dans le chat, seraient beaucoup plus utiles. Donc, par exemple, qu'est-ce qui pourrait être unique et pertinent de demander aux Premières Nations? L'accès et la participation aux activités communautaires, le lien avec les aînés, par exemple, la question de la participation à des programmes basés sur le territoire, la participation à des pratiques de guérison traditionnelles pour la santé physique et mentale, par exemple, l'accès à l'enseignement traditionnel des langues aussi. Alors, ce formulaire n'est pas adéquat. Et donc, c'est là que nous avons une brèche en termes de collection de données. Donc, c'est un biais. C'est un biais à faveur d'une population majoritaire qui ne prend donc pas en compte les besoins de la communauté qui nous intéresse dans ce cas. Donc, il y a une brèche dès l'origine de la collecte de données. C'est fondamental d'avoir accès à cette information. Parce que, par exemple, ces données vont être mises dans des ordinateurs. Mais les ordinateurs ne sont utiles que si on y met les bons ingrédients, les bonnes données. Si on ne donne pas les données à l'ordinateur, eh bien, il ne pourra pas nous donner une corrélation. Donc, s'il y a de l'information, ce que fait l'ordinateur, c'est qu'il cherche des corrélations. Donc, s'il y a des données qui sont manquantes ou qui sont biaisées, eh bien, la corrélation ne sera pas trouvée. Et ça peut reproduire des oppressions systémiques, des populations marginalisées. Il y a un lien dans la présentation que vous allez recevoir également, qui vous permet d'accéder à un site web sur le sujet. Et notamment, ça dénonce le fait qu'il y a un système qui permet aux juges d'évaluer le degré de risque de récidive de certains criminels. Et c'est comme ça qu'ils décident si une personne va être incarcérée ou non. Mais alors évidemment, comme les données qui sont ramassées nous disent que certaines populations marginalisées sont plus enclines à commettre des crimes, eh bien nécessairement, l'algorithme va continuer à reproduire. Et ça peut avoir une implication dramatique. Parce que nous avons un ordinateur qui va donner un conseil à un juge. Ça va avoir un impact gigantesque sur la vie d'une personne. Mais ça s'est créé basé sur l'oppression. C'est-à-dire que c'est en se basant, ce n'est pas la faute de l'ordinateur, c'est bien notre faute. Si nous donnons des données biaisées à un ordinateur, eh bien, nous allons obtenir des résultats biaisés qui vont perpétrer l'oppression systémique. Et donc, la création d'un programme informatique, on doit faire très attention.
comment est construit l'algorithme et comment on collecte les données. Si vous n'avez pas lu sur le sujet, je vous recommande vraiment de vous informer. Alors, une fois que nous avons collecté nos données, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, les nettoyer, les analyser, les visualiser et raconter votre histoire. Par exemple, vous pouvez utiliser Google Sheet, Excel et d'autres programmes qui vous permettent que ce soit propre. Vous pouvez le faire vous-même ou vous pouvez travailler avec des professionnels qui vont vous aider. Mais alors, il faut d'abord que vous aidiez les experts à poser les bonnes questions. Et ensuite, ils peuvent vous aider à visualiser vos résultats. C'est la prochaine étape dans ce processus. Quand nous visualisons les données peuvent raconter des histoires passionnantes. Mais parfois, dans le temps, on avait une mauvaise habitude de créer des charts et de créer des informations qui étaient incompréhensibles. Mais aujourd'hui, on a des bons outils pour rester simple à comprendre. Utiliser efficacement les couleurs et les polices de caractères. Parce qu'évidemment, ça fait peur de regarder une feuille de données sur Excel, mais il faut réussir à les mettre en forme pour que ce soit accessible et raconter une histoire captivante, intéressante. Et assurez-vous qu'il vaut la peine d'être partagé. Parfois, on veut dire beaucoup de choses avec certaines données et ce n'est pas nécessairement possible. Il faut s'assurer que c'est adéquat. Je veux dire, il y a des gens dont c'est la carrière de visualiser des données. Donc, vous pouvez aller chercher un cours, vous pouvez aller chercher une formation. Je voudrais vous montrer un site web où il y a mes préférés. Par exemple, ça, c'est une analyse des Beatles. C'est un software qui s'appelle le Tableau. C'est un des programmes les plus à la mode pour analyser les données parce que ça crée de la visualisation interactive. Donc, par exemple, vous pouvez voir qui a écrit le plus de chansons dans les Beatles, par exemple. Et donc, ça vous permet de voir qui a créé le plus de chansons année par année. Et par exemple, quand je clique sur l'un d'entre eux, ça va me donner des détails. Je voulais vous montrer ça parce que c'est clair, c'est agréable à lire. C'est juste pour le fun, mais ça vous donne un exemple du type de visualisation des données. Ça peut être puissant. Bon, si vous aimez les Beatles, si vous n'aimez pas les Beatles, peut-être que ça ne vous intéresse pas tant que ça. Mais ça vous donne une idée. Et je pense que c'est un exemple amusant de comment ces outils peuvent être puissants. Le programme Tableau dont Jess va nous envoyer le lien dans le chat est facile à utiliser. Je vous souhaite de vous amuser à utiliser ce programme si vous ne l'avez pas encore fait. La dernière chose que nous faisons avec des données, et c'est ce que font les organisations et notamment les compagnies, à un stade plus avancé de l'analyse de données, c'est la prédiction grâce aux données. Et je pense et j'aimerais bien, et je désire que nos organisations aient plus d'accès à des ressources pour pouvoir le faire. Parce que maintenant, la nouvelle frontière de l'analyse des données, c'est l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle. Et l'apprentissage automatique peut aider à répondre à des questions prédictives telles que devrions-nous faire? Les ordinateurs utilisent les algorithmes et les mathématiques pour analyser des données antérieures et font des prédictions. Donc, par exemple, disons que vous devez déterminer le montant du financement nécessaire pour la garde d'enfants dans votre programme dans les 5 à 10 prochaines années. Grâce à l'apprentissage automatique, un ordinateur pourrait le prédire en utilisant les données antérieures.
Alors, ça ne marche pas tout le temps, mais si je donne les bonnes données aux ordinateurs, ils sont en mesure de me dire quelles seraient les dépenses. Et donc, je peux planifier, par exemple, mon financement nécessaire. Alors, la prédiction, évidemment, n'est pas le plus accessible. Ça suppose accès à des ordinateurs très puissants. Et j'espère que dans le futur, nous aurons accès à ces données de prédiction. Et j'espère qu'on va pouvoir interagir de plus en plus avec l'intelligence artificielle pour ça. Parce que si nous nous impliquons pas, si nous nous impliquons pas dans la constitution et l'utilisation de l'intelligence artificielle, ils vont continuer à être oppressifs. Donc, il est fondamental que nous interagissions avec l'apprentissage automatique et essayer d'avoir un impact positif. Rapidement, est-ce qu'il est 55? Oui, il nous reste 5 minutes. Je voulais juste parler brièvement de la sécurité des données. Je pense que vous le savez, vous devez avoir des mesures de sécurité déjà en place dans vos organisations, mais lorsque vous collectez des données, assurez-vous qu'elles sont sauvegardées en toute sécurité sur le cloud ou sur un serveur protégé. Je sais que plein de gens ont peur du cloud. Beaucoup de mes clients le sont. Mais il y a de très bonnes options de services de cloud. Beaucoup de mes clients préfèrent garder les informations aux États-Unis, par exemple. Donc, tous les services de nuage n'ont pas des serveurs canadiens, mais l'Europe a des règles strictes en matière de sécurité de données, de sorte que les serveurs en Europe sont une bonne alternative aux États-Unis, parce que souvent, les gens ne veulent pas garder, en fait, les données aux États-Unis, pardon. Donc, je vais vous envoyer ce lien et vous allez voir, c'est la liste de livres et de ressources que je pense qui peut vous être utile pour continuer à rechercher sur cette information-là. Notamment, si votre organisation a les moyens, il y a aussi des cours payants en ligne qui sont très bons et très adaptés à vos besoins. Donc voilà, je voulais vous partager ces ressources dans le but de vous motiver à être une amatrice, un amateur de données. Donc, je pense que, je pense que lundi, on pourra parler plus en détail, mais voilà. Merci beaucoup. C'était une présentation pleine d'informations. Merci beaucoup, Jessica. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci beaucoup pour avoir partagé ces connaissances et pour la discussion aujourd'hui. Merci beaucoup. Je voudrais aussi remercier tout le monde de s'être joint à nous avec nous aujourd'hui. N'oubliez pas que la deuxième partie de cette série aura lieu lundi. Le lien est dans le chat. Si vous souhaitez rester en contact avec nous, faites-le nous savoir dans la boîte de commentaires de l'enquête post-événement, le petit sondage. Je voudrais maintenant céder la parole à Nona pour les mots de clôture. Merci. Nona, il faut que tu ouvres ton micro. Ah, voilà. Chers créateurs, merci de nous avoir donné l'opportunité d'écouter Jessica Duarte et tout le travail important qu'elle a fait. Et merci de nous avoir donné l'opportunité d'écouter ces informations et donne-nous la force de les partager à nos organisations. Et donne-nous l'opportunité de devenir des amatrices de données. Je voudrais remercier à la Fondation canadienne des femmes pour cette opportunité. Et je voudrais aussi demander aux créateurs de prendre soin des personnes qui voyagent, mais aussi des personnes qui sont en lutte pour leur sécurité. Merci beaucoup et j'espère que vous aurez une